Bonjour tout le monde, c'est Jérémy Mercier. Aujourd'hui, on va faire une émission à 3 avec Modeste Schwartz et Pierre Chaillot. Et ça s'intitule Vaccine Napoléon. On va revenir sur les origines historiques de ce qu'on a vécu ces dernières années et qui ne sont finalement qu'une répétition de certaines choses qui ont déjà été faites dans le passé. Donc j'accueille tout de suite Modeste Schwartz et Pierre Chaillot. Salut à tous les deux. Salut Jérémy, salut Pierre. Salut Jérémy, salut Modeste. Ok, donc on va faire ce travail, cet exercice qui n'a pas été beaucoup fait dans le cadre de la résistance, je dirais, de revenir un peu sur les origines historiques de ce qu'on a vécu ces dernières années. Je ne dis pas que c'est exactement une répétition de ce qui s'est déjà fait avant, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ressemblent à des événements peut-être méconnus et sur lesquels il serait intéressant de revenir aujourd'hui. Et Modeste a écrit un article qui s'appelle 214 ans pour rien sur son Substack. Pourquoi et comment nous n'avons toujours pas dépassé Napoléon? Et tu reviens donc, Modeste, sur les origines, déjà à l'époque napoléonienne et même un peu avant, on va revenir dessus, des injections, du contrôle de la population via des injections. Tout à fait. Je pense qu'on mettra le lien en description, en accompagnement de la vidéo. Ceux que ça intéresse pourront aller regarder dans le blog. Bon, on va en parler de toute façon. Oui, Ok. alors en effet, Modeste, j'ai lu ton article assez tôt et en effet, je trouve que c'est une pierre manquante à tout ce qui a été dit, de fait de recontextualiser ce qu'on a vécu dans un ensemble historique un peu plus grand. Voilà, mon ami Jean-Luc Bozek dit toujours que la nouveauté est une méconnaissance de l'histoire. Et là, en effet, il faut sortir de la fable que tout ce qu'on a vécu est entièrement nouveau. Le contrôle de la population, le contrôle du pouvoir sur la médecine, son utilisation pour faire tout un tas de choses, la mise en place de mesures exceptionnelles, etc. Et donc tout ça, en effet, je trouve ton article vraiment essentiel de replacer dans un contexte historique ce qu'on a vécu, de remontrer les similitudes avec ce qui se fait depuis 200 ans et même avant. Mais bon, sur l'histoire napoléonienne, on a quand même beaucoup de choses, beaucoup de textes et c'est vraiment intéressant. Donc je trouve ça vraiment bien de faire cette vidéo, de remettre ça dans le contexte pour se séparer de l'idée qu'il s'est passé quelque chose d'entièrement nouveau. Peut-être de nouveau en termes de degrés, peut-être de nouveau en termes de technologie utilisée, mais en termes de principe, on est vraiment sur la même chose que ce qui s'est passé avant. Voilà, du coup, Modeste... Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'on a ce côté amnésique ou ignorant, parce qu'on a cette mémoire juste générationnelle, et forcément, on a oublié ou on ne sait pas ce qui s'est passé ne serait-ce qu'il y a un peu plus de 100 ans, et encore pire, 200 ans. Et pourtant, il y a des vraies similitudes entre ce qui a été vécu à partir de mars 2020 et ce qui a été vécu à l'époque napoléonienne sur des populations particulières ou à des moments précis de l'histoire. Et c'est important qu'on vienne dessus pour remettre tout en perspective et prendre un peu de recul, plutôt que rester enfermé et penser que tout ce qu'on vit est complètement nouveau et c'est inédit, etc. Pas tant que ça. Dans mon texte, en fait, j'ai utilisé la métaphore, j'ai parlé en réalité d'une deuxième enfance, donc de la sénilité qui répète, comme chez l'individu, souvent, certains motifs de la petite enfance. Bon, c'est une métaphore biologisante appliquée à la vie d'une société entière, appliquée à l'histoire. Ça vaut ce que ça vaut, comme en général les métaphores, et notamment les métaphores biologisantes. Il y a des limites. Mais j'ai quand même trouvé en travaillant, parce que j'étais le premier surpris en réalité, c'est-à-dire je me souvenais bien d'avoir, entre autres en suivant d'ailleurs tes causeries, entre autres avec Courmiret, etc. Bon, je me souvenais bien d'une certaine chronologie, qu'en gros c'était l'époque du directoire de l'Empire, etc., qui en France avait lancé, on va dire, ce que maintenant on appelle le paradigme biosécuritaire. Mais en même temps, je me souvenais aussi, et là tu pourras peut-être le rappeler ensuite, que c'était des idées et même des pratiques et des expériences, etc., qui étaient déjà dans les tuyaux à ce moment-là. C'est-à-dire tout ça ne date pas de la toute fin du XVIIIe siècle ou du tout début du XIXe siècle. C'est plutôt le moment, la révolution de l'Empire, ça a plutôt été le moment de l'ouverture politique, c'est-à-dire où tout un tas d'idées, de tentations, etc., qui existaient, parce que c'était un des éléments des Lumières. Désolé pour les gens qui idolâtrent les Lumières, mais ça en fait partie. Par exemple, c'est une idée voltairienne, la manie de l'inoculation, etc. Et qu'on retrouve donc chez Napoléon, qui était un grand voltairien. Ce qui, par exemple, lui, a valu l'inimitié de Henri Guillemin,
Et c'est très utile pour nous parce que grâce à ça, on a aussi cette légende noire de Napoléon que nous a laissé l'historien et publiciste, hein, célèbre pour ses vidéos historiques, donc Henri Guillemin. Et alors, ce qui, je pense, empêche facilement de reconnaître, en quelque sorte, cette petite enfance de l'âge républicain, l'âge des États-nations démocratiques, ce que moi, depuis mon ouvrage Covid de 2022, j'appelle le troisième Occident. Bon. De reconnaître cette petite enfance dans la sénilité actuelle, hein, l'âge post-mars 2020, le Great Reset. Bon. C'est aussi ce que moi j'appelle le marketing technolâtre de Davos. Hein, c'est-à-dire que, et là, je vais donner un autre exemple qui, là, pour le coup, n'a pas trait au paradigme biosécuritaire, aux injections, à la santé publique. C'est cet exemple de l'architecture CBDC, hein, donc les crypto-monnaies de banque centrale, les cryptos colorables, comme on dit, hein, donc, dont l'émetteur décide à l'avance jusqu'à quand on va pouvoir les dépenser, à quelle fin on va avoir le droit, dans quelle quantité, etc., éventuellement où et comment, hein, de les dépenser. Voilà. Donc, cette idée-là, elle est régulièrement présentée, alors par, à la fois, c'est là qu'on voit, c'est ça qui définit une hégémonie culturelle, hein, c'est qu'en réalité, il y a des idées en commun entre les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Bon. Et que ce soit les gens qui présentent ça comme des perspectives apocalyptiques, horrifiques, etc., ou les gens qui trouvent ça merveilleux, hein, ou tout du moins inévitable, hein, comme Lucien Cerise. Bon. En tout cas, ils sont tous d'accord pour considérer, au moins tacitement, que c'est absolument neuf. Hein. Là, on entre dans un autre monde. On est, voilà, c'est l'Odyssée de l'espace là déjà. Non, sur le principe, c'est la résurrection. Hein, c'est une ressucée du carnet de rationnement soviétique. Alors évidemment, ça prend des formes technologiques, etc. Mais l'idée que on change de nom, on change de support, mais l'idée est toujours la même, quoi. C'est ça. Oui, l'idée que c'est l'État qui va diriger l'économie jusqu'à te dire combien de livres de steak tu peux t'acheter dans une semaine, elle n'est absolument pas neuve. C'est vieux comme les dictatures, les économies contrôlées, les totalitarismes, etc. Alors oui, d'accord, les chips, le cloud et l'idée de connecter tout ça, oui, d'accord. Enfin, et là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on regarde ces histoires de création du paradigme biosécuritaire, de l'apparition même de la notion de santé publique à l'époque du Directoire et de l'Empire, ben, on se rend compte qu'à une époque, donc je rappelle, hein, parce qu'à l'époque donc 2020, la grande effervescence, et puis ensuite 2021, l'effervescence anti-vax, tout ça, il y a eu tous ces débats, et il y avait une sorte de point Godwin, on en revenait toujours à Pasteur. Alors, pour Pasteur, contre Pasteur. Pasteur avait raison, Pasteur avait tort, etc. Oui, mais attendez, en fait, tout ça a commencé à une époque, Pasteur n'était pas né. Absolument. On ne parlait pas de virus, puisque c'est une notion inconnue, on ne parlait pas de microbes. Bon. Mais, en revanche, l'inoculation, c'était déjà en cours. Donc, c'est exactement le contraire de ce discours, comme d'habitude, infantilisant, hein, des fact-checkistes, comme je les appelle, hein, donc le petit personnel de propagande, hein, de Davos, qui, en 2021, nous expliquait que oui, mais vous avez juste peur des injections, parce que c'est la peur infantile des aiguilles, alors et qui vous empêche de réaliser la grandeur de la sublime science épidémiologique. Le miracle de la science. Oui, le miracle. La science avec un grand S, la science dans laquelle il faut croire. Parce que c'est tellement scientifique qu'en fait, ça demande des actes de foi. Voilà. Et ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, non, les aiguilles, c'est pas secondaire. C'est venu en premier. Parce que derrière tout ça, à mon avis, là, on est déjà dans l'interprétation. Là, j'admets qu'il peut y avoir des désaccords, etc. Là, on a quitté le domaine strict des faits historiques. Mais mon interprétation, c'est qu'en fait, c'est une logique initiatique. C'est-à-dire que, et de ce point de vue-là, c'est quelque chose de très vieux. Parce que, alors c'est paradoxal, parce qu'évidemment, les gens qui font ça à la fin du XVIIIe siècle, ils sont tous des héritiers des Lumières et sous l'Empire, etc. Hein, Napoléon le Voltairien. Bon, donc par exemple, les rites initiatiques qui étaient à l'époque en usage dans la société, par exemple française, le baptême, ils trouvaient ça immonde.
Ah, appliquer de l'eau bénite comme ça, obliger un enfant qui n'a même pas encore l'âge de raison à entrer dans une communauté spirituelle, etc. Mais quelle horreur! Mais en réalité, mais sans s'en rendre compte, hein, parce que là, je ne suis pas dans une théorie complotiste, qu'il y aurait une loge, non, mais sans s'en rendre compte, inconsciemment, ils étaient déjà en recherche de la religion suivante, c'est-à-dire, en fait, ils n'avaient qu'une hâte, c'est de pouvoir remplacer cette saloperie de baptême chrétien, etc., par leur propre procédure initiatique, en fait. Et comme par hasard, là, je dis ça du point de vue de l'anthropologie, hein, comme par hasard, parce que en fait, à mon avis, c'est pas du tout un hasard, tout d'un coup, on voit apparaître des aiguilles. C'est exactement comme plusieurs millénaires plus tôt, chez je ne sais quelle tribu du fin fond de la Sibérie ou les Amérindiens, du Canada actuel, etc., les trépanations, hein, rituelles. Parce que c'est une très très vieille idée en fait de l'humanité, de la pensée magique, hein, que voilà, on peut améliorer l'humain, hein, on peut upgrader, hein, c'est le terme lui, le plus récent, mais l'humain en perçant à certains endroits. Hein, ensuite, il faut trouver le bon endroit. Est-ce qu'on va faire entrer des trucs? Est-ce qu'on va faire sortir des trucs? Là, ensuite, il y a toutes les écoles, il y a une grande diversification mais cette idée qu'on va vous améliorer en perçant le tissu cutané à un endroit, c'est vieux comme le chamanisme. Et pour moi, l'injectologie, tout ça, c'est du chamanisme moderne. Et c'est le début de la religion scientiste qui est portée par les Lumières à la fin du XVIIIe. Et effectivement, tu as parlé de Pasteur, qui est la référence en francophonie, mais bien avant Pasteur, il y avait Edward Jenner en Écosse à la fin du XVIIIe et qui est le premier à avoir popularisé cette nouvelle science avec plein de guillemets, des injections, des scarifications, avec une approche qui aujourd'hui serait vue comme complètement pseudo-scientifique, mais qui est la vraie base de cette vaccinologie qui a pris le pouvoir. Et, oui, mais là, pardon, je rebondis là-dessus parce que ça me fournit l'occasion rêvée. C'est qu'il y a quand même une différence, et là on voit l'histoire politique culturelle et politique qui entre sur scène. C'est que jusqu'à la Révolution française, corrige-moi si je me trompe, hein, parce que tu connais mieux en fait, la chronologie détaillée de l'évolution des techniques, etc. Mais j'ai l'impression que jusqu'à la Révolution française, on n'a pas osé transformer ça en politique publique. Ah oui, je pense pas non plus. Avant non, Voilà. c'était ou en tout cas, j'ai un doute sur comment ça se passait en Angleterre, au Royaume-Uni, où peut-être il y avait localement des projets de santé publique, avec plein de guillemets encore une fois. Hein. En France, je suis pas sûr que ça ait été le cas avant la Révolution. Ça a dû se faire plutôt au début du 19e. Et même pendant la Révolution et le Directoire et l'Empire, même le Directoire, ça commence à être un régime déjà à poigne. Hein, c'est bon. Mais quand même, il se méfie. Hein, donc, par exemple, on a eu peur de faire, et en fait, je reviens sur ça dans le texte qui a fourni son prétexte, hein, en fait, à ce débat. C'est que ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, en France, si j'ose dire métropolitaine, hein, sur le territoire de la République en train de devenir l'Empire, bon, il s'est rien passé de tel, je pense, parce que on se méfiait. On se méfiait du mécontentement éventuel des populations, le régime se sentait quand même menacé par un éventuel retour des Jacobins, hein, puisque ça avait été une de ses premières missions en réalité à Napoléon. C'est comme ça qu'il monte peu à peu dans la hiérarchie, etc., en matant les retours de flamme du jacobinisme. Hein, bon. Donc, en France, il ne s'est rien passé, mais toutes les expérimentations, hein, toutes les grandes innovations, les premières à chaque fois, ont eu lieu sur le territoire de l'État actuellement connu comme l'Italie. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une invasion française. Là, je parle tranquillement d'invasion parce que, alors, il y a un débat chez les historiens quand il s'agit, par exemple, de l'Autriche ou de l'Allemagne actuelle, etc. Hein, donc, il y a la légende dorée, on dit la République était en danger, les monarchies allaient envahir le territoire. Et il y a en face des Guillemins, par exemple, qui répondent c'est pas vrai, ils n'avaient pas les effectifs, ils n'avaient même pas vraiment l'intention, tout ça. C'était des guerres d'invasion de la République aux abois. Hein, c'est toujours le problème des assignats en réalité, c'est-à-dire qui va payer pour un problème qui remontait à la monarchie. Hein. Là, en revanche, c'est les légitimistes qui n'aiment pas trop en entendre parler, parce que tant qu'il y avait les Bourbons, la monarchie, et puis d'ailleurs jusque-là, Dieu aidait hein, la France, financièrement pas trop d'ailleurs, mais enfin, voilà. Et bon, mais là, on n'a pas besoin de trancher ce débat, parce que quand il s'agit de, on va dire, de la frontière Est, quoi, avec l'Allemagne, l'Autriche, bon,
je dirais qu'il y a débat, on peut en discuter. Mais là, dans le cas de l'Italie, c'est des espèces de petites républiques totalement pourrissantes, totalement divisées, etc., ne menaçaient absolument personne à l'époque, à la surface, et surtout pas la France, avec sa grande armée, même avant Napoléon. Hein, bon. Donc là, c'était très clair, on les a envahis. Désolé, hein, il y en a que ça va peut-être un peu choquer, mais un peu comme l'Occident collectif, voilà, l'OTAN, bon, a décidé d'aider l'Ukraine, hein, bon, en faisant main basse sur les meilleures terres arables, tout le potentiel industriel, voilà, et en récupérant d'ailleurs une grande partie de la main d'œuvre, hein, puisqu'il y a un tiers de la population qui maintenant bosse en Allemagne. C'est bon. Donc c'est pareil, hein, c'est une annexion et même un raid, hein, c'est-à-dire que les Français, ils sont même pas forcément allés nécessairement dans l'idée d'y prendre pied, d'y rester très longtemps, mais il y avait énormément de trucs à rafler. Et Napoléon l'a dit. On a conservé ce discours qui est un discours de capitaine de corsaire, hein, à ses soldats avant d'entrer en Italie. Il leur dit: vous allez entrer dans un pays de cocagne, vous allez vous en foutre plein les fouilles. Je veux dire, c'est open bar en fait. Hein, Alors tu peux rappeler en quelle année c'était ça? Donc ça commence à la toute fin du XVIIIe siècle. Et donc, les armées françaises rencontrent pas tellement de résistance, il y a rien en face. Hein, bon. Commencent leurs opérations de démocratisation, etc. Rafle tout. Hein, bon. Voilà. Ils fondent des espèces, parce qu'il faut quand même un peu stabiliser politiquement la situation, donc des espèces de petites républiques fantoches, toutes plus républicaines, démocratiques les unes que les autres, etc. D'ailleurs, souvent avec des membres de la famille Bonaparte à leur tête, pour que ce soit vraiment démocratique. Hein. Et là, du coup, on est dans une situation, je dirais, comparable à l'Ukraine actuelle. Bon, en fait, il y a une espèce de junte au pouvoir, c'est un régime largement militarisé, c'est un régime d'occupation, en réalité, avec des auxiliaires locaux hein, qui collaborent avec l'occupant, et puis une population qui, je dirais, bon, c'est un cheptel mis à disposition, quoi. Hein, donc, vous avez envie de les envoyer s'étriper sur tel champ de mine, ça vous les envoyez. Vous avez envie de faire des petites expériences amusantes de médecine, de biologie. Voilà, il vous faut des organes, vous prélevez. C'est bon. C'est la situation ukrainienne actuelle. Je suis désolé. Voilà, bon. Et donc, c'est le genre de contexte dans lesquels des ingénieurs sociaux, comme ça, des condottieri éclairés, hein, qui ont beaucoup lu Voltaire, peut-être un peu trop, bon, vont facilement être tentés de faire des expériences. Puisque, en fait, il y a pas de... Ils risquent rien. Il n'y a pas de responsabilité politique. Personne ne va leur demander des comptes, en réalité. De toute façon, les Français sont en Italie fin 19e, fin 18e, début 19e, et c'est open bar, ils sont en terrain conquis, ils peuvent faire leurs petites expériences. Ouais. Et là, je pense que le mieux, c'est que je lise juste un petit passage hein, donc d'un texte que je cite dans l'article auquel j'ai fait allusion avant, sur mon blog. Et c'est une citation d'une étude que je ne sais pas, peut-être une quinzaine d'années, c'est relativement récent, écrit d'ailleurs par un historien qui avalise à 100%, à 150% hein, le paradigme vaccinaliste de santé publique, etc. Donc comme on dit en Roumanie, je travaille avec le matériel du client. Hein, voilà. Et donc, en termes de date, peut-être, voilà. Donc là, donc la France a envahi l'Italie. Ils sont au nord d'Italie, ils sont implantés. Ils ont un cheptel à disposition sur lequel ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Et on est juste après, on va dire, l'arrivée de la popularisation de Jenner en Angleterre, qui a popularisé le principe d'inoculation. Voilà, qui consiste à récupérer du pus de quelque chose quelque part, de faire une scarification sur quelqu'un, d'injecter le pus dedans, de refermer, et puis de dire que ça va le protéger pour la suite s'il survit à ce qu'on vient de lui faire. Donc on est dans ce contexte-là où on a... conditions hygiéniques, je précise, dans des conditions hygiéniques désastreuses. Hein. Ils prennent des morceaux de rouillé de métal, ils raclent un peu les vésicules, ils prennent du pus, ils remettent ça sur une personne et encore sur une autre personne. Enfin, c'est monstrueux. Et Dieu reconnaîtra les siens. Hein. Exactement. En même temps, quand on survit à ça, c'est quand même qu'on est en bonne santé. Tout à fait. Comment on fait pour savoir qu'une ampoule est bonne? Voilà. Et donc je cite hein, cette étude, donc je cite dans mon texte. Voilà. Un décret de 1802 déclare que la vaccination a obtenu, ouvrez les guillemets, l'assentiment général
des gouvernements les plus éclairés de l'Europe. Alors là aussi, hein, pour ceux qui ont vécu l'année 2020, qui n'étaient pas sur une exoplanète, vous vous souvenez, oh non mais sûrement tous ces pratiques covidiennes, tout ça, ça doit être la bonne méthode puisque tout le monde le fait. Hein, donc voilà. Et en 1804, le préfet de Rhénau déclare que la vaccination est, ouvrez les guillemets, commune aux nations les plus cultivées et les plus éclairées de l'Europe. Alors qu'à l'époque, c'est une nouveauté, hein, mais c'est déjà, voilà, c'est la nouvelle normalité. Vous voyez, la nouvelle normalité dont parle Klaus Schwab au printemps 2020. Non, ça date, on en parlait en fait, alors pas dans ces termes-là, mais en fait, l'idée était présente, parfaitement présente en 1804. Hein, donc d'où bon, le titre de mon article qui est, je l'ai intitulé 214 ans pour rien. Alors pourquoi 214 ans? Parce que c'est la durée qui s'est écoulée entre 1806 et 2020. Alors bon, j'ai retenu, parce qu'il faut toujours retenir une date ou une autre, hein, c'est un des drames de l'histoire. Bon. Donc j'ai retenu 2 dates extrêmement symboliques. 1806, pourquoi en fait, comme on le voit là, il y a un certain nombre des faits que j'évoque, que je rappelle, qui datent d'avant, hein, 1806, de même 10 ans plus tôt. Mais bon, 1806, en général, c'est la date qu'on retient pour, en quelque sorte, la culmination de l'épisode révolutionnaire et impérial. Bon, notamment à cause de Hegel, parce que 1806, c'est la date de la bataille d'Iéna, à laquelle Hegel a presque assisté, enfin, il était à Iéna au moment de la bataille, et le moment où lui publie sa phénoménologie de l'esprit, que lui considère comme un peu le libretto de ce qui est en train de se passer, hein, donc mutatis mutandis, parce que c'est pas tout à fait le même talent, mais enfin, un peu comme Klaus Schwab et Thierry Malraux publient leur COVID-19 The Great Reset, à l'été de 2020. Bon. Et Hegel, qui était déjà très schwabien hein, de ce point de vue-là, d'ailleurs, on déduit que bon, 1806, en fait, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire humaine, puisque moi, maintenant, j'ai publié mon bouquin. Donc, bon, achetez le bouquin, lisez, vous comprendrez au moins ce qui vous est arrivé hein, rétrospectivement. Et puis, voilà, c'est donc le Geist est ton seul Dieu, et puis moi, Hegel, je suis son prophète, et voilà, joyeux Noël. Bon. Donc, ça, c'est pour la date de départ. Et puis, bon, la date d'arrivée, mars 2020, je pense que ceux qui nous écoutent comprendront pourquoi. Bon, parce que c'est quand même le moment, là, on parle hein, de la petite enfance de l'âge républicain, de l'âge des États-nations démocratiques, et puis de sa sénilité. Mars 2020, c'est le moment où presque toutes les républiques modernes, laïques, généralement dotées d'une constitution, hein, au moins dans le monde latin, ce sont donc, à une ou 2 exceptions, donc un peu la Suède, surtout la Biélorussie, bon, se sont littéralement assises sur leur constitution. Hein, c'est-à-dire que depuis lors, le phénomène des républiques, des constitutions, tout ça, moi je considère que c'est en quelque sorte c'est des phénomènes zombies, c'est-à-dire que c'est de la folklorisation. Donc il y a en France, il y a un conseil constitutionnel qui se réunit, qui vient même de rendre des décisions très controversées, tout ça. Mais enfin bon, il faut se souvenir que le Sénat romain, hein, le Sénat de la République romaine, se réunissait encore, je crois, au XIIIe siècle, un truc comme ça, parce que bon, la ville de Rome existait encore, il y avait encore des descendants de quelques familles patriciennes, il y avait encore le bâtiment, tout ça. Donc voilà, c'est le principe de la folklorisation. Hein. Il y a des tas de trucs qu'on fait. Je sais pas, moi je danse des danses folkloriques, par exemple paysannes de Transylvanie centrale, qui c'est des danses qui ont probablement été mises au point, sont arrivées à la forme que moi je pratique vers la fin du XVIIIe siècle. Quoi. Bon, c'est une société qui n'existe plus, hein, des villages, tout ça qui n'existe plus. Bon, on peut continuer, on peut quand même faire. C'est le principe des singeries, quoi. Bon. Mais fondamentalement, de mon point de vue, hein, en histoire culturelle, politique et culturelle, c'est mort. Hein, pour moi, on est en train de sortir du Troisième Occident. Alors, pour entrer dans quoi, Quatrième Occident, bon, ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, voilà, maintenant, c'est fini. Alors, je reviens à ce texte donc de cet historien, encore une fois, hein, tout à fait pro-vaccinaliste, bon. Et donc, je cite. Puis, le 9 mai 1804, le vice-président Melzi publie un décret en 13 articles qui jette les bases de la politique de vaccination pour la durée de la domination napoléonienne, sous-entendu en Italie. Le décret crée une structure centralisée et uniforme, destinée à, ouvrez les guillemets, prévenir les effets funestes de la variole
en rendant la vaccination générale et commune à tous. Fermez les guillemets. Il institue un directeur général des vaccinations chargé de superviser les vaccinations dans l'ensemble de l'État. D'éminents médecins, appelés delegati, étaient chargés de superviser l'activité de vaccination des médecins dans le pays. Il rendait compte des progrès et des difficultés au directeur qui transmettait les informations au gouvernement. Les fonctionnaires municipaux étaient responsables de la vaccination dans leur ville. Là, je m'interromps vraiment. Souvenez-vous des gens qui, en 2020, étaient horrifiés et parce qu'ils découvraient soudain cette nouveauté radicale. Ah, mais on est en train de militariser la santé. Il y a tout un tas de décisions, de prérogatives qui avant relevaient de docteurs, des gens dans des hôpitaux, tout ça. Et puis tout d'un coup, c'est des gens en uniforme qui non, ça n'a rien de nouveau. Attendez, là, on parle de 1804. Là. Bon. Donc le fait que tout ça soit du ressort du ministère de l'Intérieur, en fait, c'est aussi vieux que les pratiques d'inoculation elles-mêmes. Bon. Donc je reprends ma citation. Les fonctionnaires municipaux étaient responsables de la vaccination dans leur ville et avec l'aide des prêtres, là aussi petit clin d'œil on va dire aux représentants actuels de la pensée ultramontaine, de la droite légitimiste, etc., qui vous disaient tout ça, c'est l'affaiblissement, vous voyez, comprenez, du catholicisme, c'est pour ça que c'est la faute des francs-maçons. Et puis peut-être je sais pas, d'autres lobbies peut-être ethniques, ou bon, j'entre pas dans les détails, mais oui, enfin bon, à l'époque, malgré tout, vous voyez, Napoléon, auteur du Concordat, c'est-à-dire qu'il avait négocié avec le pape de l'époque, pour que justement les prêtres en France deviennent des agents de propagande de son système autoritaire, entre autres pour faciliter la conscription, qui était encore quelque chose de nouveau et que les populations trouvaient assez scandaleuse, que des roturiers qui ne sont pas censés porter l'épée, soient astreints à aller se faire tuer en Russie, etc. Les gens étaient, c'est pas grave, on va faire un concordat, et c'est les curés qui vont leur expliquer que la patrie, là, etc., du coup, il faut mettre en uniforme et aller étriper d'autres chrétiens. C'est assez neuf quand même, parce qu'à l'époque des croisades, il y avait déjà eu comme ça une intervention, d'une militarisation en quelque sorte de l'Église à l'époque des croisades, mais enfin, à l'époque, théoriquement, c'est parce que les lieux saints étaient occupés par l'islam. Là, non, c'est la Russie, la Sainte Russie, etc. Mais bon, il faut aller les étriper parce que la patrie, voilà. Et c'est des curés qui leur expliquent ça. C'est pour ça que Napoléon a fait le Concordat, d'accord avec le pape de l'époque, qui a signé, qui a certes négocié assez durement avant de signer. Oui, enfin, ce qu'il a négocié, c'est surtout le niveau de salarisation des évêques. Voilà. Donc je reprends, des responsables de la vaccination dans leur ville et avec l'aide des prêtres devaient signaler tous les foyers de variole et mettre en quarantaine les personnes infectées. Les contrevenants étaient passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 40 jours de prison. Il est important de noter que les pauvres sont vaccinés gratuitement. L'édit ne prévoyait pas de vaccination obligatoire. Là, j'ouvre une parenthèse, c'est venu juste un peu plus tard, toujours en Italie occupée, dans une espèce de principauté que Napoléon avait créé, je crois, pour sa sœur, en fait, voilà, pour qu'elle ait aussi une principauté. Donc, l'édit ne prévoyait pas de vaccination obligatoire, mais précisait que les enfants non vaccinés n'étaient pas admis à l'école élémentaire. On est en 1804. Et que les familles pauvres, dont les membres n'étaient pas vaccinés, se voyaient refuser l'accès à l'aide sociale. Et dernière phrase de ce paragraphe, mais c'est la cerise, le ministre de l'Intérieur était la plus haute autorité chargée de faire appliquer les règles. Voilà, 1804. Là, on se dit vraiment qu'on n'a rien inventé en 2020. C'est génial, on a vraiment la totalité de ce qu'on a vécu en termes de hiérarchie, d'organisation sociale, de pression, de documentation sur des prétendues réponses aux épidémies, avec tout un tas de savants qui les ont écrits bien avant même, certains savants de Marseille, etc., très connus, qui ont participé à tout ça, mais en pensant que c'était nouveau d'inventer ça pour la fin du début du 21e siècle. Mais voilà, tout ça, c'est déjà en place dès le début du principe. Et en effet, tu l'as rappelé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut se servir du principe de l'inoculation, donc il va passer tout de suite en population générale, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir qui repère immédiatement le potentiel
que ça a pour la totalité de l'histoire, de la culture qu'on veut fonder à partir de l'État, finalement de l'État-nation protecteur, la nouvelle mère qui va s'occuper de ces ouailles et qui prend ça vraiment comme un élément parfaitement structurant, hein, le rite initiatique, la protection, l'obligation, l'exclusion de tous ceux qui vont pas adhérer à ça, et ça sous couvert de science. Et d'humanisme. Et d'humanisme. C'est vraiment, c'est pour le bien commun, c'est pour les protéger, les pauvres personnes qui se rendent pas compte. Enfin, on a vraiment les mêmes ressorts. Hein. C'est hallucinant. Oui. Et d'ailleurs, il y a une phrase qu'il faut souligner. Hein. Donc, parce qu'on parlait avant des conditions assez horribles, totalement anti-hygiénique du truc. Bon, alors cette phrase qui m'avait vraiment, alors c'est formidable hein, que le type, l'historien là, en question, ait réussi à écrire ça. Ça l'a pas fait cligner, hein, visiblement. Je comprends pas, mais donc parce que je le cite. Hein, encore une fois, tout ça, c'est pas moi. Hein, c'est d'un historien qui est absolument dans le paradigme vaccinaliste. Bon, je cite le premier donc de ces décrets hein, de 1802, daté du 5 novembre 1809, fait l'éloge de la nouvelle découverte et autorise la vaccination, ouvrez les guillemets, en tout temps et tout lieu, fermez les guillemets, tout en interdisant l'inoculation dans les zones urbaines. Ah oui. Ah tiens, pourquoi l'interdire dans les zones urbaines? Ou pourtant, selon la pensée épidémiologique, bon, qui viendra plus tard, mais il y a les masses, la promiscuité, donc les possibilités de contamination, tout ça. Alors, je sais pas, l'historien là n'en parle pas. Bon, moi, dans mon esprit complotiste, hein, malade, forcément, j'ai une hypothèse qui me vient à l'esprit, qui est probablement incorrecte, qui est sûrement, qui est que peut-être ils se sont dit que si on se met à faire ce genre de truc dans des zones densément peuplées où il peut y avoir des foules comme ça potentiellement subversives et qui assistent à ça et qu'on pourrait éventuellement, si ça se passe mal, finir en garniture de lanterne. Que donc, il vaudrait mieux éviter qu'il n'y ait pas trop de monde autour, quoi, peut-être un peu isoler les victimes hein, avant mais ça, encore une fois, c'est mon esprit complotiste, c'est le délire fasciste de mon. Il y a sûrement d'autres raisons que l'historien en question, là, pour des raisons X, n'a pas jugé bon de reconstituer. Je ne sais pas, je soulève juste, hein, je tenais à citer cette phrase. Hein. Alors, il y a un certain nombre de rapports historiques hein, où il y a eu des tentatives de généralisation de l'inoculation dans des grandes villes et qui ont été, mais toutes des catastrophes bien documentées. Et donc, évidemment, quand on fait cette pratique de manière importante sur des populations qui habitent tous au même endroit, eh bien, on mesure assez facilement la catastrophe avec le nombre de personnes du coup qui tombent malades de manière extrêmement forte, voire des décès, et c'est documenté. Donc en effet, ça devient rapidement une mauvaise idée de trop centraliser à des endroits précis, puisque sinon ça va se voir. Hein, voilà, c'est vieux comme le monde. Enfin, c'est vieux comme ce genre de pratique, en tout cas plutôt, qu'il faut mieux un peu disséminer partout, mettre des centres de vaccination partout à disposition, de façon à ce que ça se voit un peu moins. Vas-y, Jerry. Ouais, par rapport au fait de promouvoir l'inoculation dans des centres urbains importants, il y a eu historiquement quelque chose qui est vraiment très intéressant. C'est une très grande manifestation dans la ville de Leicester en Angleterre. J'arrive pas à retrouver l'année, mais c'était à la fin du 19e siècle et vers 1870 ou 1880, je ne sais plus exactement. Et la population s'est rebellée, a refusé en masse les obligations de variolisation, et ils ont eu gain de cause. Ils ont réussi à empêcher la municipalité de mettre en place ou de continuer à maintenir ce système de vaccination. Et contre toute attente, c'est une des villes où le taux de variole a chuté de façon dramatique. La date, c'est vers 1885. C'est plus tard. Hein. C'est plus tard. Ah oui, bah.
Ah oui, non, d'accord. Donc, c'est pas ça qui. Oui, d'accord. C'était pas Ouais. l'exemple que vous Et avez. je Ouais. parlais d'un centre urbain où justement les gens sont révoltés et n'ont pas laissé les autorités locales aller au bout de leur logique. Voilà. Et ils ont eu. Et là, on voit apparaître la problématique du groupe témoin. C'est-à-dire que c'est très ennuyeux que Ouais. justement à l'endroit où les gens ont réussi à empêcher ça, et qu'ensuite, en fait, ils se portent mieux. Alors que tout le monde leur prédisait Voilà. une chute de la population qui serait anéantie, Voilà. exterminée par la Mais variole, comme, évidemment. comme la Suède d'ailleurs, hein, qui est depuis lors dépeuplée, hein, où ils sont, parce que bon, pour le cas où certains auditeurs l'ignoreraient, maintenant les Suédois sont tous morts, hein, puisque Ah oui. bah oui, le scientifique Ferguson l'avait prévu, et donc bah, effectivement ça a dû arriver. Hein. Bon, moi je ne l'ai pas vu, hein. J'ai passé l'hiver 2020-2021 en Suède, et bon, il devait y avoir un phénomène de population zombie comme ça, c'est-à-dire Ouais, c'est en ça. fait ils étaient morts, mais et voilà. Et aussi la population donc du Bélarus, qui maintenant doit être éteinte également. Alors pareil, j'ai passé septembre 2020 alors ça n'avait pas encore fait ses effets, ils sont probablement tous morts plus tard, je Alors, pense. malheureusement, je ne peux pas confirmer ta théorie puisque je suis allé, Ah, moi, en Suède en février 2022 et je suis allé plusieurs fois en Biélorussie courant 2022-2023 et j'ai pas vu les charniers qu'on me promettait. Donc, j'ai vu des gens. Alors, je peux pas. C'était peut-être des hologrammes. Hein, ça, je peux pas exclure cette hypothèse. En tout cas, il y avait pas mal de monde. Ouais, ouais, bon. ah, C'est bon. dommage, hein, mais bon, au fond, il faut revoir Alors, la ils ont théorie. peut-être été remplacés. Hein, C'est ça. C'est c'est ça. peut-être la Russie qui a envoyé parce qu'ils ont quand même des grosses réserves démographiques, donc C'est ça. je sais pas. En tout cas, on n'explique pas. On ne comprend pas ce qui s'est Non, passé. c'est explicable. Ouais. Du coup, on vient de détailler vraiment des intérêts multiples au principe, que ce soit vaccination ou inoculation. Donc déjà, on est en train d'institutionnaliser une soumission des peuples, c'est-à-dire qu'on demande à quelque chose d'obligatoire, où c'est le premier rite initiatique pour lequel il faut rentrer à l'intérieur, sinon bah, tu n'en fais pas partie, hein, tu es exclu, tu n'obtiens pas les aides, tu n'as pas le droit de mettre ton gamin à l'école. Il y a aussi quelque chose qui est central, surtout pour du napoléonien. Hein, bon, voilà, moi je suis statisticien. Bon, on sait bien que Napoléon, c'est un des premiers qui a mis en place le recensement démographique de façon à compter ses armées. Bon, et l'inoculation obligatoire à tout le monde, bah, c'est du comptage. C'est-à-dire qu'en rendant quelque chose obligatoire, un point où tout le monde doit se rendre au moins une fois, bah, on peut compter les choses. Donc c'est extrêmement intéressant pour savoir combien on est. On a aussi un principe de redéfinition de la santé, bah, tu l'as dit, hein, c'est-à-dire qu'on a l'accaparation du pouvoir central sur tout ce qui est santé, hein, donc c'est-à-dire que plutôt que d'avoir ça revient de la centralisation, hein, d'ailleurs aussi de la pratique médicale. Plutôt que d'avoir des docteurs ou des chamans ou peu importe qui sont disséminés un peu partout, on a un pouvoir central qui va pouvoir définir ce qui pour lui est la santé de manière unique, qui sera la même pour tout le monde, et imposer ses pratiques, et qui sera la même pour la totalité des docteurs, quoi. Au Et passage... dès le début de ce qu'on appelle la santé publique. C'est pour ça qu'il faudrait. Non, parce que souvent il y a des expressions comme ça on les a tellement utilisées qu'elles ont l'air parfaitement inoffensives, mais il faut vraiment insister. Tout le monde, ceux qui nous écoutent, je pense, se rendent pas tous compte que dès qu'on a dit santé publique, en fait, on parle de ça. Donc, en fait, quand on parle de santé publique, attention, dans le paradigme de la santé publique, une fois que ce paradigme est mis en place, ça veut absolument pas dire que vous allez être en bonne santé si vous faites confiance à l'État. Hein. Parce que la santé publique, c'est pas votre santé à vous. Voilà. Oui, c'est la définition de la santé imposée par l'État. Voilà. Et c'est une santé, d'ailleurs, on le voit avec cette pratique, qui, contrairement à la bonne pratique appelée de la médecine passéiste, hein, le primum non nocere, c'est-à-dire qu'on intervient, un médecin, quel qu'il soit, est censé intervenir sur des personnes malades. Là, c'est très intéressant parce qu'on intervient médicalement sur des gens en parfaite santé. C'est ça. Et donc ça c'est vraiment un changement de paradigme qui est profond, c'est-à-dire que bah, si on fait une inoculation, ou même si on regardez ce qui est écrit comme effet indésirable sur n'importe quelle vaccination, vous savez que vous êtes en train de prendre une personne en parfaite santé et de faire quelque chose qui va dégrader cette situation, au moins temporairement, sur la promesse que vous allez améliorer l'humain. Et donc ça, tu l'as dit, c'est-à-dire que la promesse transhumaniste, elle est immédiate. Et puis elle est même culturellement extrêmement vieille. Hein. Je ne sais plus si on l'a dit au début, mais cette idée d'amélioration de l'humain en ayant certaines pratiques, bah, on a la mithridatisation qui date des Grecs, donc ça, c'est millénaire. Qui tenait ça même probablement, il y a des écrits égyptiens, on retrouve le même genre de choses. C'est-à-dire on empoisonne un petit peu les gens pour ensuite qu'ils soient plus résistants. C'est vraiment vieux comme le monde, comme rite
initiatique. Et voilà, on a l'État qui met tout ça en place. Et puis, en plus, cette centralisation, elle va permettre le fait d'intervenir sur des gens en bonne santé, en termes de nombre d'interventions et de manne financière pour ceux qui vont vendre ensuite ces médicaments par le biais de l'État, c'est colossal. Puisqu'on passe d'une pratique médicale où on a des herboristes un peu partout qui font des petits trucs, et puis des herbouteux, des médecins, des docteurs un peu partout qui foisonnent et qui font chacun leur petit machin dans leur coin et qui fabriquent leurs propres médicaments. Là, on est en train de centraliser une pratique avec, déjà, on parle plus de malades, parce que les malades, c'est quelque chose de relativement rare dans une population, c'est une personne sur 100, etc. Là, c'est toute la population, donc on multiplie par 100, par 1000, le nombre de personnes possibles avec qui on va pouvoir vendre un truc de force, puisque c'est l'État qui va l'acheter pour tout le monde sans qu'on ait rien à dire, et le même produit qui sera filé à tout le monde, qui sera un truc industrialisé, fourni par tes copains, etc. Donc toute cette structuration, elle est vraiment colossale, elle a lieu tous en même temps, et elle date pas de maintenant, quoi. C'est vraiment, en effet, c'est dès l'instauration du principe de santé publique qu'on a la totalité de la structure qui se met en place et qui devient, mais voilà, quelque chose de politique, de pouvoir, financier évidemment, parce que tout ça, ça va ensemble, mais qui date donc depuis au moins 2 siècles, quoi. Et donc ça, c'est vraiment... En plus de ça, l'humain devient un danger pour l'autre du fait de sa propre existence, de son unique existence. C'est-à-dire que le danger est partout et le salut vient d'une action de santé publique imposée par l'État de façon autoritaire. Voilà. Le salut vient de l'État, et c'est là que je me permets j'interviens parce que je suis tout à fait d'accord, hein, je signe absolument ce que vient de dire Pierre. Dans l'éclairage, en quelque sorte, l'angle adopté, moi je vois les dangers, parce que je ne prétends pas que Pierre tomberait dans ce panneau. Je dis que, présenté comme ça, disons, il y a une pente, c'est-à-dire ça peut facilement verser dans, d'une part, ce que j'appellerais l'anistorisme, donc l'essayer de penser en dehors de l'histoire, et d'autre part, l'économisme. Je m'explique. D'une part, oui, il y a création d'un marché, c'est clair, et je pense que tu as exposé très clairement, hein, en quoi, bah oui, parce que du coup, c'est plus seulement les malades, les gens qui ont des symptômes, les gens qui vont se plaindre et trouver éventuellement d'eux-mêmes un médecin, c'est tout le monde, d'accord? Donc, d'accord, il y a création d'un marché. Cela dit, je dirais, là, 1802, 1804, etc., j'hésiterais à dire que Big Pharma existe déjà. Hein, c'est pas encore eux les gros intérêts, etc. Donc, ce réflexe qu'ont eu beaucoup de gens dès 2020, etc., follow the money, tout ça, c'est des gros sous, etc. Non, attends, oui, aussi, et ça facilite. Hein, je dirais, c'est un peu l'huile dans les mécanismes. Hein, ça lubrifie, ça graisse, ça aide parce qu'il faut des mercenaires, comme pour toutes les guerres. Hein, et je veux dire, un Bourla, un Bancel, etc., ils vont pas se battre pour vos beaux yeux. Hein, je veux dire, il faut que ça rentre. Hein, c'est bon. Donc, mais derrière, il y a une logique avant tout politique. Et effectivement, on en parlait avant, hein, jusqu'à la Révolution, l'Empire, bon, bah, il y a des tentations, il y a des expériences, on en parle, mais il n'y a pas de politique publique. Moi, j'y vois une raison qui n'est pas accessoire, j'y vois une raison profonde, et c'est là qui dépend de ma vision de l'histoire, hein, quand je dis que pendant cette période, 1789-1806 ou 1815, il y a transition du deuxième Occident, c'est-à-dire l'Occident des monarchies éclairées, hein, des despotismes centralisateurs, vers l'âge des États-nations. Bon. Et qu'est-ce qui se passe, en réalité, de mon point de vue, hein, là, encore une fois, on entre dans le domaine de l'interprétation. Il y a décollation de Louis XVI, un grand moment symbolique. Là, je vais faire plaisir aux légitimistes, aux catholiques. C'est un moment, en fait, de transfert, mais de transfert de quoi? De transfert de la légitimité politique occidentale. Parce que quand on dit toutes ces pratiques, etc., la mitridisation, les tentations post-humanistes immanentes aussi dans les pratiques chamaniques, tout ça, c'est vieux comme l'humanité, oui, ça, c'est vrai. D'un point de vue anthropologique, c'est vrai. En revanche, la possibilité que tout ça se traduise en politique publique, c'est-à-dire que tout ça, finalement, devienne une forme de gouvernement des hommes, ça, en revanche, c'est beaucoup plus moderne, même si on pourrait trouver des analogies dans le Moyen-Orient du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien, hein, les gouverneurs qui étaient émasculés, justement, pour ne pas... donc, il y a eu on peut trouver des phénomènes annonciateurs d'une certaine façon. Mais en gros,
pour que ça se produise à cette échelle-là, hein, d'une société, d'un continent, de tout le monde industrialisé, ou en cours d'industrialisation à l'époque, c'est que quelque chose dans l'histoire culturelle, de mon point de vue, quelque chose de très important et d'inédit jusque-là s'est produit. Et c'est que, encore une fois, au moment de la décollation de Louis XVI, il y avait donc cette légitimité politique qui, depuis l'époque des croisades, de la scolastique, dans l'Occident, ce que Oswald Spengler déjà appelait la culture occidentale, elle est d'ordre théologique. C'est-à-dire que ces rois n'étaient pas comme des despotes ou des rois de cités antiques, etc. Leur légitimité n'était pas terrestre. Alors, elle se transmettait certes par le sang, là il y avait un principe dynastique, mais ils étaient avant tout ouin, l'onction, donc par l'Église. C'était ce qui faisait du roi toujours très chrétien, hein, par définition, alors que ce soit le tsar de toutes les Russies, les Bourbons en France, mais ils avaient reçu l'onction, et donc ils étaient en quelque sorte une sorte de canal de transmission entre la volonté providentielle, ce que j'appelle le canal sotériologique. Sotériologie, c'est la science du salut. Donc c'est la providence, les décisions par lesquelles la providence veut amener le peuple au salut, jusqu'à la décollation de Louis XVI, ça passe par une personne, et même une personne, le physique de cette personne, le corps du roi. Il y avait une sacralisation du corps du roi. D'ailleurs, les corps des monarques souvent étaient soumis à tout un tas de pratiques assez bizarres. Bon. À partir du moment où il y a décollation de Louis XVI, où il y a répudiation de ce principe, et où on va dire vox populi, vox dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, on change de vecteur. C'est-à-dire que là, en réalité, quand on célèbre des élections, hein, et j'ai fait sur mon blog récemment un podcast sur les différences entre démocratie antique et démocratie moderne, pour moi la démocratie, c'est-à-dire démocratie occidentale. Pour moi, c'est ça la différence essentielle. C'est que quand, dans l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, etc., les citoyens, c'est-à-dire les paterfamilias, en fait, se réunissaient pour voter, c'était vraiment une négociation. Un peu comme vous avez des négociations dans le monde des affaires, dans la sphère économique, encore aujourd'hui. Bon, il y a des intérêts éventuellement divergents qui viennent se rencontrer, puis on essaie de trouver un consensus, un moyen. Mais il n'y avait pas de sacralisation spécifique, je dis bien spécifique, le lieu pouvait être sacré, tout ça, bon. Mais il n'y a pas de sacralisation spécifique de cette négociation, et donc du vote, hein, qui était souvent à main levée, qui était bon. Le vote dans la démocratie occidentale, le troisième Occident, ce que j'appelle le troisième Occident, l'âge des États-nations, en réalité, c'est, qu'on s'en rende compte ou pas, hein, c'est une logique culturelle, mais ça a une teneur sacrale. C'est-à-dire que c'est le peuple qui va parler, hein, les bulletins qui tombent dans l'urne, etc. Mais en réalité, ce qui en sort, ça a une valeur ordalique. Hein, c'est-à-dire, si vous voulez, comme l'ordalie au Moyen-Âge, c'est-à-dire on fait un duel et en fait c'est Dieu qui décide. Donc en fait celui qui survit au duel, c'est qu'il avait raison. C'est que c'est lui qui disait la vérité. Bon, et en réalité c'est ça le principe. Et alors quand on dit bon maintenant le corps du roi ça va être le corps du peuple, le peuple il aurait vraiment tort de trop se réjouir, parce que ça veut dire aussi que pour l'oligarchie qui est en réalité au pouvoir, et là on revient à la question des gros sous, parce que derrière Napoléon, on est toujours derrière là les gouvernements fantoches là, de l'Union européenne, les von der Leyen et les Macron, etc. Il y a Davos. Oui, c'est vrai, oui. D'ailleurs, c'est marqué dessus, hein, Young Global Leader, tout ça, d'accord. Derrière Napoléon, il y avait un cartel de banquiers suisses, hein, qui était à peu près aussi essentiel à son arrivée au pouvoir que l'a été, si vous voulez, Davos ou les Rothschild, etc., pour Macron. Donc là encore, venez pas me raconter que c'est un truc, que c'est tout nouveau, qu'on vient de le découvrir, ça s'est passé là, c'est parce que De Gaulle est mort et que Pompidou l'a trahi, et que... Mais non, ça a 2 siècles, arrête, bon. Voilà. Et donc, cette oligarchie, parce que ces régimes deviennent ipso facto plutocratiques, en réalité. À partir du moment où il n'y a plus une logique de caste, où on n'hérite plus en fait de la légitimité et de la noblesse, bon c'est que c'est les plus riches qui vont, c'est le fric qui va dominer la société, hein. Désolé pour ceux que ça froisse ou que c'est bon, mais moi en tout cas je vois ça comme ça et j'ai l'impression que c'est effectivement passé comme ça. Oui, mais en même temps on est en train de dire que maintenant vox populi vox dei, donc ce corps du peuple, hein, qui va émettre le verbe sotériologique, hein, qui va traduire les édits de la Providence concernant un peuple donné, hein, eh ben, il faut le tenir, du point de vue de cette oligarchie, je dirais, il faut le tenir sous un très strict contrôle. Et là, on revient à ce que disait Pierre avant, c'est-à-dire que même si j'y avais pas pensé avant, effectivement, on n'a pas du tout besoin de présupposer qu'il y a eu
une préméditation, un vaste plan, éventuellement vieux de 3 millénaires, parce que non. Mais à partir du moment où, avec peut-être les meilleures bonnes intentions du monde, hein, quand Voltaire faisait la pub de l'inoculation, etc. Bon, bah, vous voyez, il devait se dire, ça devait être un Michel Onfray de son époque, quoi. Je vais le dire. Oh, bah, c'est super, ouais, on va vivre plus longtemps. Oh, bah, quelle bonne idée. Non, je vais pouvoir faire encore plus d'universités populaires, etc. Passer dans des émissions de télé, aller faire des restos, la sculpture de soi, comme il disait à l'époque. Bon. Et donc, oui, mais une fois qu'on commence à essayer, qu'on voit les résultats qui ne sont pas terribles et que ça implique un peu de. Il y a du travail de. Il y a de la post-prod un peu policière quand même, voilà. Et qu'on se dit, ah oui, mais du coup, en fait, c'est pas mal ça. C'est pour un peu contrôler là, le corps du peuple tellement sacré, tout, qui vont être appelés à voter. Puis à aller se faire étriper en Russie aussi, parce qu'il faut quand même la géopolitique. Hein, bon, voilà. Et donc, ça serait la petite correction, mais c'est même pas, encore une fois, ça ne va pas à l'encontre de ce que tu disais. Ça complète en quelque sorte pour mettre en garde une fois contre ces pentes, hein, de croire que c'est juste les gros sous. Oui, d'accord, mais il faut bien voir par quelle voie ces gros sous finissent par créer un système politique qui pourra éventuellement même à un moment donné se retourner contre eux d'ailleurs. Hein. Mais c'est ça. Sur les dates, juste en termes, il ne faut pas faire d'anachronisme en effet en termes d'ordre, et tu as raison sur le fait qu'on a d'abord une dimension politique et militaire, initialement d'ailleurs c'est ce que tu as montré, et juste en termes de repères historiques et de dates, on va dire que l'industrie chimique qui s'intéresse de près à la médecine, pour nous, ce qui est très en France, on peut y dater quasiment à Pasteur. On n'a pas encore parlé de Pasteur, mais c'est Pasteur qui fait rentrer, il me semble, l'industrie chimique à l'université de Lille, si je ne dis pas de bêtises. C'est au milieu du 19e siècle, donc c'est 50 ans plus tard. Et l'industrialisation totale de la médecine, elle va démarrer à très très grande vitesse à partir du début du XXe siècle, avec le rapport Fleischner aux États-Unis, où, financé par les Rockefeller, qui possèdent la Standard Oil, et donc la panacée, la nouvelle panacée. Avant, c'était le mercure, la panacée, donc on balançait du mercure à tout le monde avec un succès colossal. Et puis, à partir du début du XXe, évidemment, la nouvelle panacée, c'est forcément le pétrole. Donc, c'est le pétrole qu'on va bouffer, injecter à tout le monde, et c'est le nouvel or noir. Et donc, le rapport Fleischner est là pour détruire les autres fausses médecines, hein, que ce soit l'homéopathie ou etc. Il va dire, voilà, non, il y a une vraie science exacte. Et donc, on va dire l'industrie, par les Rockefeller, prend le pas sur toute la médecine mondiale et va vraiment commencer son hégémonie à partir du 20e. Et il aurait fallu en France quelques années, et notamment ce qui s'est passé sous Pétain, avec la création ensuite de l'ordre des médecins au milieu du XXe siècle, je ne sais plus combien c'est, 1942-3, la création de l'ordre des médecins. Un grand moment de bonapartisme, hein, je signale juste au passage. Hein, et qui va en même temps, et les gens ne le savent pas forcément, c'est que c'est à la même date qu'on crée l'ordre des médecins et qu'on fait disparaître les herboristes. Oui, bien sûr. Et ça va ensemble, et donc ça clôt, on va dire, toute la période de médication, toute la période médicale artisanale, qui a eu trait jusqu'ici d'ailleurs, et donc ça s'est fait en effet par étapes. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que l'épisode vaccinaliste et de l'inoculation, il est d'abord arrivé politique, il n'y avait pas encore de structuration industrielle à cette époque-là, en effet, de la santé, et que c'est arrivé plus tard et dans un deuxième temps. Notamment, et ça a permis, cela dit, quand même à la caste des médecins de s'enrichir. Hein, c'était vraiment un gros business pour eux, mais il n'y avait pas derrière de, entre guillemets, Big Pharma qui avait une formule brevetée. Enfin, là on curait le bras ou les animaux mourants, plein de vésicules dégueulasses. On curait ça et puis on faisait payer les gens pour leur mettre ce produit horrible dans le bras en leur disant que c'est pour les sauver. Et c'est là, je pense, que les médecins ont assis leur pouvoir encore plus, je dirais, sur les gens. Il y avait déjà un peu ça, mais il y avait peut-être aussi un côté où on se méfiait plus, la saignée perdait peut-être de sa superbe, les pratiques commençaient à être vues de façon plus grotesque, mais là, quand arrive l'inoculation, c'est le moderne, c'est génial. Molière, 17e siècle. Pardon ? Molière, 17e siècle. C'était déjà tourné en ridicule. Déjà, ouais.
Bon. Mais quand arrive la variolisation, c'est pas du tout ridicule, c'est le progrès, c'est l'humain amélioré, augmenté, c'est magnifique. Et les enfants ont des bras gigantesques couverts de cloques et on trouve ça, c'est beau. Et ça, c'est la santé, c'est un bon bras sain. C'est comme ça qu'on voit les choses hein, à ce moment-là. Bon, après, ça évolue un C'est peu, la mais science. C'est la science avec un grand S, qui est tellement scientifique qu'il faut y croire. Parce que si on n'y croit pas, c'est. Voilà, oui, oui, oui. Et alors, comme Pierre a prononcé vraiment un mot-clé, hein, il a mentionné la famille Rockefeller. Là, donc, après avoir, je pense, correctement énervé à peu près tous les normies, y compris dans le camp souverainiste, qui ne se rend pas compte à quel point ils sont normies, etc. Bon, bien, l'essentiel, c'est qu'ils me détestent. Hein. Moi, c'est mon but dans la vie. Donc, bon. Et maintenant, je vais quand même un peu aussi énerver les complotistes. Parce que il y a plein d'idées simples comme ça, tellement simples, bon, qui en circulation, et donc toujours, hein, c'est toujours les grands plans ourdis depuis au moins 200 ans, mais quand même plutôt 3000, enfin voilà, et notamment quand on parle de dépopulation. Hein. Et alors, qu'on se comprenne bien, le néo-malthusianisme comme idéologie et comme lobby, hein, parce que c'est des groupes et même des dynasties familiales qui s'occupent de ça, bon, ça n'est absolument pas, c'est pas une idée folle, ce sont des faits. Hein, la famille Rockefeller, d'ailleurs, qui est centrale là-dedans, qui, je le signale aussi, est celle qui a mis le pied à l'étrier à un certain Henry Kissinger, hein, qui est récemment mort et dont Klaus Schwab était le disciple à Harvard au moment où il crée le Forum européen du management qui allait devenir le Forum économique mondial. Bon, enfin, parenthèse refermée. Donc, on connaît aussi d'autres noms, hein, la famille Gates, par exemple, hein, donc maintenant sous la forme de son dernier représentant en date, donc William Gates, troisième du nom. Hein, c'était encore dans à l'état civil quand il est né. Ensuite, il s'est dit, ouais, non, mais pour un self-made man comme ça, un capitaine d'industrie qui est parti d'un garage, le troisième du nom, c'est un peu, bon, donc il l'a fait disparaître. Mais c'est bien comme ça qu'il est né, hein, comme William Gates, troisième du nom. Bon, et tous ces gens-là, c'est un peu une secte, hein, c'est un peu une idéologie sectaire. Effectivement, ils ont cette idée, il y a trop de mangeries, il y a trop de sang-dents, etc. Il faut réduire. Pour Gaïa, pour les dauphins, les ours polaires, la planète, Greta Thunberg, enfin, voilà, et ils ont assez de fric aussi pour qu'il y ait suffisamment d'experts, vous voyez, pour qu'il y ait des problèmes climatiques. Bon. Voilà. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai, hein, donc j'irai en prison, je pense, tôt ou tard, pour l'avoir dit, et c'est normal, hein, moi j'assume. Bon. Mais c'est vrai. Cela dit, ces gens-là, en 1802, 1804, etc., ils ne sont pas encore très hauts, hein, les familles parfois existent déjà, mais ils ne sont pas situés très haut dans la chaîne trophique de la plutocratie de cette époque-là. Et quand on regarde, en revanche, les discours, hein, l'idéologie d'État, donc, entre autres, des citations que je rappelle dans mon texte, voilà, ont toujours prélevé chez cet historien pro-vaccinaliste. Hein, bon. On se rend compte que là, en revanche, c'est pas du tout le même refrain. Là, en revanche, c'est des discours absolument natalistes. Hein. Je dis ça maintenant, on parle début février 2024 dans le contexte du réarmement démographique, hein, par donc Macron et Attal, hein, c'est logique. Hein, et bon, voilà. Et bon, à l'époque, c'était plutôt ce refrain-là, hein, parce comme il va falloir aller en Russie pour étriper d'autres chrétiens, parce que la patrie est en danger et que les assignats n'ont pas trop, voilà. Et il faut beaucoup de soldats, hein, surtout qu'à l'époque c'est encore vraiment des guerres de fantassins. Bon, il faut de la chair à canon. Et donc réarmement démographique. Et c'est pour ça aussi que les inoculations, c'est formidable parce que ça va booster la natalité. Hein. Donc en fonction, ensuite, moi je dirais que cette idéologie, en fait cette religion, hein, des inoculations, c'est une toile de fond idéologique parce qu'en fait c'est directement connecté, je dirais, à la matrice du progressisme et à la matrice du culturel du Troisième Occident, de l'âge démocratique. Voilà. Et qu'ensuite on voit par moments venir se greffer là-dessus
hein. Ce que j'appellerais des agendas sectoriels, hein, donc les manies du moment de tel ou tel gouvernement ou de telle ou telle petite secte qui peut beaucoup influencer les gouvernements, peut-être même d'ailleurs jusqu'à aussi influencer la recette de certains sérums. Encore une fois, c'est des idées de complotistes, hein, de mon cerveau malade. Oui, c'est non seulement possible, mais je pense même que c'est avéré. Bon. Cela dit, on aurait vraiment tort, par exemple, de penser que ça part de là. C'est-à-dire, par exemple, cette idéologie, en fait, c'est une croyance sectaire, hein, de la dépopulation, c'est pas du tout à l'origine de cette religion des aiguilles, hein. Ça s'est venu se greffer dessus à un moment, et ça a peut-être même d'ailleurs pris plus ou moins le contrôle d'ailleurs en 2020. Donc il y a eu, oui, il y a une collusion, d'accord. Mais c'est pas ça l'agenda, parce que je veux dire, ou l'agenda. En tout cas, c'est pas ça l'esprit, l'essence en réalité de ce truc. C'est ça. Oui, oui. Oui, pour moi, derrière la, la science religieuse des injections, c'est le contrôle. C'est vraiment ça la base. Après, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, mais l'idée, c'est de contrôler et d'avoir des individus obéissants qui rentrent dans un moule, qui sortent tous du même moule, qui sont entre guillemets améliorés selon les techniques de l'époque, pour les besoins de l'époque, que ce soit la natalité, que ce soit empêcher les épidémies soi-disant, que ce soit pour améliorer, ou enfin bref, toutes sortes de choses. Mais c'est vraiment le contrôle. Oui, Et si la dépopulation est un argument, peut-être, en tout cas, c'est pas un argument officiel aujourd'hui, hein, évidemment, et je suis même pas sûr que ce soit l'objectif. Ça peut être l'épouvantail qui est présenté aux complotistes. Oui, parce que pourquoi le contrôle? Parce que le contrôle, c'est ce qui, pour l'oligarchie, est à la fois existentiel et consensuel. C'est-à-dire existentiel, s'ils perdent le contrôle, bon, bah, ils savent bien tôt ou tard ce qui va leur arriver, hein. Je veux dire, maintenant, je vais pas... Hein, voilà, je vais pas fournir d'arguments à la 17e chambre. Mais bon, je laisse les imaginations, bon, souvent fertiles. Hein, bon. Donc, et existentiel, ça c'est l'aspect existentiel, et consensuel parce que finalement, voilà, le contrôle, c'est quelles que soient les situations concrètes, parce qu'il ne faut pas non plus s'imaginer ça aussi, c'est des délires complots. Vous savez, le gouvernement mondial, ils appartiennent tous à la même loge, et puis ils ont un système de communication secret qui était... Non, évidemment qu'il y a des intérêts qui ne sont pas du tout les mêmes, hein. C'est-à-dire les princes rouges de Pékin, par exemple, ben eux, moi je pense qu'ils ont plutôt intérêt à des politiques natalistes, hein, étant donné que par leur propre stupidité, hein, de l'époque de Mao, la politique de l'enfant unique, toutes ces conneries, déjà inspirées par le Club de Rome, je dis ça, bon, ouais. Ils ont maintenant un problème gigantesque qui est l'hiver démographique chinois, et là, le vieillissement à vitesse grand V de la population chinoise, qui est quand même celle qui fait fonctionner l'usine du monde en ce moment. Donc là, il y a un petit problème. Donc, à mon avis, non, eux, ils n'ont absolument aucune tentation de population, etc. Ils sont néanmoins, ils fonctionnent en partenariat, en tandem. C'est très officiel, hein. Il y a un Davos, le Davos d'été qui se réunit chaque année en Chine, voilà. Bon. Et alors que bon, bah, effectivement, les pantins à la tête de la zone euro, bon, eux, ils ont un peu plutôt le problème inverse, c'est-à-dire comment on va faire avec une pyramide des âges comme ça, tous ces boomers, pour continuer à leur assurer leur niveau de consommation effectivement historiquement astronomique, hein, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire, notamment en France, hein, où je crois qu'ils sont à 20% de revenus économisables en plus par rapport à des jeunes actifs, quoi. Alors qu'ils bossent plus. C'est bon. Donc là, effectivement, oui, de ce côté-ci, je vais dire, du monde et de l'oligarchie, l'intérêt, ça pourrait peut-être plutôt être d'un peu élaguer, hein, qu'il y en ait moins, quoi, parce que bon, là, les comptes publics, la santé des monnaies occidentales, notamment par rapport aux monnaies asiatiques, des endroits où on produit encore des trucs. Bon, voilà. Donc, en fait, moi, je considère comme parfaitement compatible, c'est-à-dire que ouais, bon, bah, qu'il y a une partie de l'oligarchie qui aurait plutôt envie d'avoir plus de larbin, plus voilà. Une autre qui se dit non, mais de toute façon, c'est des mangeurs inutiles, ce qui, dans une société tertiarisée, la société du bullshit job, etc., est quand même en grande partie une réalité. Hein. C'est-à-dire que maintenant, c'est toujours l'écran de fumée technolâtre. Hein. C'est-à-dire, maintenant, quand on veut parler de ça, en fait, on ne parle pas de ça, on parle de l'intelligence artificielle qui va faire disparaître les boulots. Oui, quel boulot? Les boulots qui, déjà, à la base, servaient à rien.
les bullshit jobs, en fait, parce que c'est vraiment eux qui sont effectivement sucés comme ça dans le trou noir de l'intelligence artificielle. Bah oui, parce que, ma bonne dame, du moment qu'un espèce une calculette améliorée, là, parce que c'est ça, hein, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, étant traducteur, ayant travaillé avec la traduction assistée par ordinateur, je le sais, hein, non, s'il ne pense pas, il n'y a toujours qu'une machine qui pense, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il y a des systèmes experts. Voilà. Donc, si une espèce de calculette améliorée comme ça peut vous remplacer, c'est qu'en fait, votre boulot, il était déjà en fait socialement largement superfétatoire à la base. C'est-à-dire, on aurait déjà probablement pu s'organiser différemment, de manière à pas avoir à pouvoir appeler réellement chômage, allocation chômage, ce qu'on vous verse, en prétendant que c'est un salaire. Alors que ça ne correspond à aucune production, etc. Bon. Mais du coup, comme on va dire, mais non, c'est l'intelligence artificielle, c'est la technique, c'est le progrès, c'est ça le problème, c'est la robotisation, c'est tout ça. Non, c'est juste qu'on a regardé, et là, je vais énerver la gauche, la classe ouvrière, à part quelques mineurs un peu mauvais coucheurs comme ça, le bassin ouvrière de Lorraine, mais à quelques exceptions. Bon. Mais le reste de la classe ouvrière a regardé, à partir des années 80, 90, a regardé tranquillement les usines être démontées pour partir, pour migrer vers l'Asie. Et puis j'étais content, et je disais, oui, c'est tellement salissant, et puis c'est des boulots fatigants, tout ça, mes enfants, ils vont plutôt ils vont faire des études de théâtre. Donc, et puis, 40 ans plus tard, ils sont là, oh merde, y a plus du tout de boulot, une inflation folle et une oligarchie qui aimerait bien nous décimer un peu, parce que oui, effectivement, oui, maintenant, on en est là. Sur le volet disparition du bullshit job, il y a un métier du coup qui a été transformé en bullshit job et qui est appelé à disparaître. C'est justement le métier de médecin dont on parle depuis tout à l'heure. À partir du moment où on avait fait un système étatique qui se met en place et qui considère qu'il y a une santé unique pour tout le monde, qui sera décidé par des protocoles automatiques auxquels on va avoir un humain qui va se foutre le rituel initiatique qui est une aiguille mais qu'on fout au fond du nez, de façon à récupérer des bouts de cellules qu'on va mettre dans un flacon et que le flacon va décider de la bonne molécule fendue par la bonne personne de ce qu'on va recevoir. Il est absolument inutile de mettre un humain au milieu de tout ça, hein. En tout cas, un humain décisionnel, non, puisque c'est comme c'est le protocole qui décide, voilà, on va avoir, il restera peut-être des laborantins pour nous enfoncer le truc au fond du nez, parce qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, et encore il y aura peut-être une machine qui le fera à une époque, voilà, ça va peut-être avancer, mais en effet, à partir du moment où on enlève l'impact décisionnel, parce qu'en fait, on a remplacé ce qui était le concept médical par un concept médical étatique et automatisé, voilà, le bullshit, c'est devenu un bullshit job, hein, ce qu'il y a au milieu, c'est, voilà, je prends pas de décision, je récupère mon truc, je coche les cases, j'applique le protocole, et surtout, voilà, je fais ça. Alors, il y a une espèce de décorum aujourd'hui, il reste des types en blouse blanche qui gagnent des sommes folles, basées sur la sécu, hein, puisqu'en fait, on paye rien, comme c'est la sécu qui paye, on a l'impression que c'est gratuit. Ça va pas durer, ça peut pas durer. Voilà, ça va pas durer, en effet. Et donc la totalité de ceux qui appuient ce système-là qu'on voit à la télé pour défendre le système et dire que c'est bien, et qui font les protocoles cancer, les protocoles de tout ça, là, voilà, dont le succès est intéressant à voir d'un point de vue statistique. Je m'arrêterai là, hein, parce qu'il y a des lois qui sortent. Du coup, voilà, ça, c'est du bullshit job, du vrai bullshit job. Il devrait regarder ce qui est arrivé au restaurateur, je pense. Hein, parce que... Ouais. Après, peut-être que dans cette volonté de contrôle, c'est bien qu'il y ait malgré tout un humain qui soit là pour être un peu comme un gardien de prison, si tu veux, qui permette quand même. Pardon ? Et d'ailleurs, les polices recrutent, elles. Hein. Oui. Système de préfet mis en place par Napoléon pour vérifier que tout le monde se vaccine comme il faut. C'est le seul humain indispensable. Qui avait aussi mis en place ce carnet ouvrier. Hein, donc le flicage, donc les débuts des politiques d'État antisyndicales, comme quoi nostalgique du communisme, nostalgique du fascisme, et surtout adorateur des républiques laïques, de la démocratie qu'il faut rétablir contre Davos, hein, amis souverainistes, et embrassez-vous en réalité. Vous appartenez tous à la même secte, vous êtes tous des progressistes, vous êtes tous pour le dépassement de l'humain, que vous trouvez tous
tellement rétrograde, machiste, raciste. Enfin, voilà, c'est dégueulasse l'humain, hein, en réalité. Je veux dire, déjà, c'est une espèce animale, donc bon, on a beau aimer, oui, mais alors les caniches, parce que c'est gentil, ça se voit vraiment, les chatons, les plutôt petits d'ailleurs, hein, les plus gros déjà, bon, mais voilà. Donc, en fait, voilà, c'est un message de réconciliation. Hein, Pardon. Je ne sais pas comment va être entendu ce message de réconciliation adressé à ces... Mais la grande paix que l'on a vécue ces dernières années où justement on disait qu'il n'y avait plus de guerre, tout ça, on était en lutte contre l'ennemi commun, tu vois, le fameux virus qui était devenu l'ennemi commun, qui a permis de fédérer toute la population à se comporter de manière héroïque en restant chez soi à manger des chips devant la télé pour ne pas propager l'ennemi. Ben voilà, Modeste Schwartz nous propose de devenir l'ennemi commun aux résistants comme aux capitalistes. D'ailleurs, désolé, vraiment désolé pour ce nouvel encart publicitaire. Les gens vont finir par trouver ça lourd, mais je vais quand même encore faire référence à mon blog parce que j'y ai un autre texte donc on mettra peut-être aussi le lien, dans lequel justement j'explique que qu'est-ce qui s'est passé début 2022. En fait, la Russie est devenue un virus. C'est-à-dire en fait l'impérialisme russe. Je dis pas que ça n'existe pas d'ailleurs, hein, mais qu'importe du point de vue du spectacle, hein, de ces démocraties mourantes. Bon, ce qui existe et ce qui n'existe pas, on a bien compris que c'était pas vraiment leur préoccupation. Mais dans ce spectacle, début 2022, voilà, il y a eu substitution. Hein, donc jusque là, il y avait le virus tueur, voilà. Et puis bon, c'est devenu le danger russe. Voilà, c'est donc la Russie s'est substituée, ce qui pose de nouveaux problèmes d'ailleurs parce que le virus n'exprimait jamais d'opinion. Hein, alors, peut-être parce qu'il y a peut-être des problèmes d'existence aussi derrière, mais là, je ne veux pas du tout rentrer dans D'ailleurs, c'est pas mon métier, je suis linguiste. Bon. Donc voilà, en tout cas, on ne l'a jamais entendu, il n'y a pas de débat à l'intérieur d'un virus, il n'y a pas de... il est là, il se promène, il se transmet, enfin, paraît-il, et puis il tue. Hein, c'est vraiment, il fait rien d'autre. Il est très malin, selon certains ministres, il est très malin. Très, très malin. Oui, parce qu'en plus, il arrive à cibler le consommateur debout de café, le consommateur assis de café. Tout ça, mais c'est le progrès aussi. Hein, donc, bon. Et alors que, voilà, le problème, en revanche, là, en dehors de l'hologramme, hein, bon, il y a quand même un truc qui s'appelle vraiment la Russie, qui existe. C'est une société où il y a d'ailleurs des partis politiques et des idées divergentes et voilà, et où par exemple tout le monde est pas d'accord. Hein. Là, comment dire, il y a quand même une partie de cette société russe qui se retrouve embrigadée avec des uniformes, etc., à devoir aller s'exposer aux balles ukrainiennes. Donc il y a des gens qui se posent des questions, voilà. Et ça, c'est un vrai problème dans la mesure où le virus, lui, ne se posait pas de questions. Donc ça crée un nouveau. Alors d'une certaine manière, c'est plus confortable, hein, et je dis toujours hein, dans des conversations privées, mais maintenant je vais faire mon coming out. Moi, je suis absolument pro-guerre, parce que depuis qu'il y a toutes ces guerres là, même de plus en plus, hein, maintenant, au Moyen-Orient, tout ça. Mais alors, dans le paradigme biosécuritaire, nous fout une paix royale. C'est formidable. La crainte qu'on pourrait avoir, c'est que si jamais la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'arrête, il y ait de nouvelles pandémies qui surviennent. Peut-être X d'ailleurs, hein, comme on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait qu'il va y en avoir une, autant l'appeler X, hein, c'est exactement comme quand on ouvre une enquête contre X, ou quand l'intention est là, hein, je veux dire, ensuite le truc existe plus ou moins, mais au moins les bonnes intentions au moins ont déjà été manifestées d'ailleurs il y a 3 semaines à Davos, hein, donc encore une fois je travaille avec le matériel du client. Oui, il paraît que c'est en plus avec un taux de mortalité à 100%. Il faut juste attendre le bon nombre d'années, c'est tout. Voilà. Ah oui. Oui, et je pense d'ailleurs que statistiquement, ça devrait se vérifier. C'est-à-dire si on attend. Voilà, c'est. Voilà. Ouais. Bon, ayez peur, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme ça. C'est ce qui marche toujours le mieux, de toute façon, pour le plus possible, mais si possible, avant tout, hein, de Vladimir Poutine, du Hamas, de tout ça, moi, je préfère. Moi, je préfère parce que je ne vis pas dans une zone de front, tout ça. Enfin, c'est pas très loin malgré tout d'ici. Hein, je suis à Budapest. Mais bon, et quand même, cette paix royale qui nous foutent,
hein. Mhm. Depuis, donc moi, vraiment, je suis pro-guerre. Hein. Je veux dire, il n'y a pas assez de guerre, je trouve. On devrait d'ailleurs, on nous promet, hein, tous les sites putaclic, là, les trucs, on nous promet des escalades imminentes comme ça, mais depuis 2 ans. De tous les jours. Hein, le lendemain, on est censé déjà être en guerre nucléaire. Voilà. Mobilisation générale en France, des hommes, des femmes, des trans. Bon. Et puis le lendemain, non, ça ne vient pas. Donc c'est un peu, c'est la logique des 2 semaines. Hein, c'est donc 2 semaines pour infléchir la courbe, 2 semaines pour bon, mais de 2 semaines en 2 semaines, bon bah il y a quand même pas tellement d'escalade que ça, quoi. Alors là, j'ai quand même un peu d'espoir avec les Houthis. Là, je me dis quand même là, eux ils ont l'air bien, ils ont l'air motivés, quoi. Hein. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'est, enfin, je pense une bonne chose que de revenir dans l'histoire réelle sur des choses peu connues, très peu connues même. Hein. J'espère que enfin voilà, que les gens vont prendre conscience du fait que ce qu'on a vécu récemment, finalement, c'est une répétition de choses qui ont déjà été faites dans le passé, de tous ces précédents. Alors en Italie, mais sans doute dans d'autres endroits, et peut-être enfin, je m'adresse aux complotistes cette fois, aux complotistes entre guillemets, peut-être éviter de toujours tomber dans les pièges de simplification et cette espèce d'amnésie qui est tout le temps là, qui fait que, en fait, on regarde les choses avec un regard très très étroit, on n'arrive pas à prendre du recul et réellement à se dire c'est quoi l'objectif, est-ce que ça n'a pas déjà été fait dans le passé, quel était l'objectif dans le passé. Enfin, je pense qu'il y a des questions que les gens ne se sont pas assez posées et il est temps qu'on se pose réellement ces questions. Voilà. Oui, c'est le fait d'analyser notre situation tout en ne réussissant pas à se séparer de notre propre roman historique. Du coup, de ne pas être capable, en effet, de prendre de la hauteur pour se rendre compte que c'est l'esbrouffe qui est en place, elle est vraiment vieille comme le monde et on la retrouve à différents endroits. Et voilà, donc en tout cas, merci Modeste pour avoir retrouvé ça parce que la similitude, elle est tellement parfaite qu'en effet, Merci à vous parce que encore une fois, sans les informations préalablement recueillies auprès de Jérémy sur la question bien précise de la variole, donc et dans ces dialogues avec Ourmiret, etc. Et puis bon, inutile de le dire, hein, sans tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on n'aurait jamais pu formalisé intellectuellement sur le covidisme sans les travaux de Pierre, parce que pour moi c'est absolument central. Voilà. Donc voilà, c'est un donné pour un rendu, ou je sais plus comment on dit. C'est de l'intelligence collective, chacun dans sa spécialité, c'est parfait. C'est ça, ok. En tout cas, merci à tous les deux, et puis peut-être qu'on aura d'autres occasions de revenir sur l'histoire, et voilà. Volontiers. Voilà. Et moi, ce que je trouve aussi très important avec ça, c'est que une fois qu'on a ces connaissances, en fait, ça libère de la peur, je pense, parce que quand on comprend pas ce qui se passe, on est beaucoup plus sensible à la propagande et on se dit mais si quand même ils n'avaient pas raison sur tel sujet. Et quand on voit que c'est juste les mêmes grosses ficelles qui ont déjà été utilisées plein de fois, non, là c'est on oublie le bullshit. Voilà. Bon, la liberté commence avec la connaissance. C'est quoi? C'est une phrase comme ça de Victor Hugo. On est toujours dans la même, autour de la même période, non? Quelque chose comme ça. Moi, je dis plutôt circuler, il n'y a rien à voir. Mais... Okay. Très bien. Merci beaucoup, les gars. Ok, merci. À bientôt. À bientôt. Salut tout le monde.